Bienvenue pour la deuxième partie de cette présentation sur la main. Nous continuerons à étudier le doigt et analyserons quelques fractures de type Salter-Harris, des fractures en mode de beurre et des fractures des condyles des doigts. Nous passerons ensuite aux fractures métacarpiennes, aux fractures de luxation et aux luxations. Puis, nous verrons quelques cas particuliers comme le pouce du garde-chasse et du skieur. Ensuite, nous nous pencherons sur les fractures de la base du premier métacarpien, celles de Bennett et de Rolando. Enfin, nous reviendrons sur les caractéristiques normales des foramen nutritifs pour nous assurer de ne pas confondre avec des fractures. Enfin, nous terminerons par une méthodologie rapide pour l'analyse intégrale du cliché de la main. Avant d'aller plus loin, faisons un rappel sur la classification de Salter-Harris. Elle est utilisée pour les lésions des plaques de croissance, aussi appelées physes, chez les enfants. Dans les os longs ou les os longs miniatures, la longue partie tubulaire est appelée diaphyse. Lorsqu'elle commence à s'évaser, cette zone est appelée métaphyse. La physe sépare la métaphyse de l'épiphyse, qui est située à chaque extrémité de l'os long ou de l'os long miniature. Il est important de comprendre qu'une fois que le patient a atteint la maturité squelettique et que la physe se ferme, l'extrémité entière de l'os long est appelée métaphyse. L'épiphyse n'est donc plus présente dans l'os adulte. Les lésions de la plaque de croissance ou de la physe surviennent d'une manière assez spécifique. Une fracture Salter-Harris 1 est une fracture horizontale de la physe qui entraîne le glissement de l'épiphyse. Une fracture Salter-Harris 2 est une fracture qui traverse la métaphyse et qui s'étend jusqu'à impliquer la physe. Si elle n'implique pas la physe, il ne s'agit pas d'une fracture de Salter-Harris. Une fracture Salter-Harris 2 est de loin la fracture la plus fréquente que l'on rencontre en pédiatrie. Une fracture de Salter-Harris 3 est une fracture de l'épiphyse qui s'étend jusqu'à la physe et c'est généralement une fracture d'orientation sagittale. Une fracture Salter-Harris 4 est une fracture de la métaphyse qui s'étend à la physe et à l'épiphyse. Enfin, une lésion de Salter-Harris 5 correspond à un écrasement de la physe par les métaphyses et l'épiphyse. Les fractures de Salter-Harris 1 et 2 sont moins graves et ont plus de chances de bien guérir, alors que la fracture 3 commence à devenir une lésion grave et le pronostic peut être mitigé. Les fractures de Salter-Harris 4 et 5 ont un pronostic très défavorable, et celle de type 5 en particulier est très grave. L'écrasement de la physe entraîne sa fermeture précoce. Par exemple, si un patient subit une fracture de type Salter-Harris 5 au niveau du radius distal, celui-ci cessera immédiatement de croître alors que l'ulna continuera. Ici, nous avons une fracture de type Salter-Harris 1 et nous pouvons voir que la physe de la phalange distale a été rompue. Si vous regardez la physe de la phalange intermédiaire, celle de la phalange proximale et celle de la tête du métacarpien, vous pouvez voir qu'elles sont uniformes et qu'il s'agit de plaques physaires normales et assez fines. Mais une fois que vous regardez la physe de la phalange distale, vous pouvez voir qu'il y a un véritable diastasis indiquant qu'il y a eu une lésion. Si vous regardez la métaphyse proximale de la phalange distale, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun signe de fracture. Donc ce qui s'est passé, c'est une fracture horizontale à travers la physe, et parce que c'est une zone vraiment glissante de cartilage non ossifié, la métaphyse a glissé dorsalement par rapport à l'épiphyse. Il est important de noter que dans la main, en général, il n'y a qu'une seule physe pour les phalanges et pareil pour les métacarpiens. Dans le cas des phalanges, la physe est située à l'extrémité proximale, à la base, alors que généralement, la physe des métacarpiens se trouve au niveau du col ou de l'extrémité distale. Quoi? Une fracture Salter-Harris de type 1 ou, au niveau de la phalange distale du cinquième doigt gauche, comment? Avec un glissement ou translation dorsale. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il s'agit d'une fracture Salter-Harris de type 1 avec glissement dorsal de la cinquième phalange distale du doigt gauche. Nous avons ici une lésion de type Salter-Harris 2, et cette image illustre particulièrement bien comment la superposition de toutes les structures des doigts et des mains peut rendre assez complexe l'analyse. Examinons d'abord la phalange distale. Ici, nous pouvons voir la ligne claire de la physe, puis, juste en dessous, au niveau de l'extrémité de l'os long,
nous avons l'épiphyse. Attention, nous avons ici une vue légèrement oblique de cette épiphyse. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir ce qui semble être une ligne claire à travers l'épiphyse, mais elle ne doit pas être interprétée comme une fracture. Il est important de comprendre comment toutes les structures, en se superposant, peuvent imiter les lignes claires. Examinons donc plus en détail l'épiphyse de la phalange intermédiaire. Nous retrouvons la vue oblique de l'épiphyse ainsi que la ligne claire de la physe, donc représentée en vert. Au niveau du bord radial de l'épiphyse, vous pouvez voir une petite ligne claire, et encore une fois, c'est la métaphyse adjacente qui crée cette apparence et ne doit pas être confondue avec une fracture. En revanche, nous pouvons voir clairement une rupture de la corticale de la métaphyse proximale, donc en rouge, et si vous regardez attentivement, vous verrez que cette rupture s'étend jusqu'à la physe. Donc, comme il s'agit d'une lésion isolée de la métaphyse qui implique la physe, il s'agit d'une lésion de type Salter-Harris 2. Regardez rapidement la physe du majeur, vous pouvez voir qu'il y a un diastasis apparent, en jaune, mais cette image est créée par la projection. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les apparences normales d'une main en postéro-antérieur et postéro-antérieur oblique afin de connaître l'aspect des différentes structures qui se chevauchent. Quoi? Une fracture Salter-Harris de type 2 ou, au niveau de la métaphyse proximale de la phalange intermédiaire du quatrième doigt gauche, comment? Avec un léger déplacement palmaire. Pour rédiger cette phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture Salter-Harris de type 2 avec une légère angulation palmaire de la métaphyse proximale de la phalange intermédiaire du quatrième doigt gauche. Il existe ici une fracture Salter-Harris type 1-2. Vous avez votre type 1, qui est une fracture horizontale de la physe, mais comme le cartilage est très glissant, il fait translater la métaphyse, ou l'épiphyse selon le sens. Ici, on voit bien la fracture oblique de la métaphyse, donc c'est la flèche jaune, qui s'étend jusqu'à la physe, donc c'est un Salter-Harris 2. Mais si on regarde la phalange proximale, on voit qu'elle a glissé médialement par rapport à l'épiphyse adjacente, donc c'est un Salter-Harris type 1-2. Que voyons-nous? Une fracture Salter-Harris de type 1-2 ou de la métaphyse proximale de la phalange proximale du pouce gauche, comment? Légèrement angulée avec un glissement médial. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture Salter-Harris 1-2 avec une légère angulation et un glissement médial de la métaphyse proximale de la phalange proximale du pouce gauche. Ici, nous avons une fracture Salter-Harris de type 3 car elle implique l'épiphyse. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir la fracture épiphysaire à la base de la phalange proximale qui s'étend jusqu'à la physe avec un petit déplacement. Donc c'est le trait rouge. Il s'agit donc d'une fracture classique de type 3 Salter-Harris, peu fréquente en comparaison avec la fracture de type 2. Que voit-on? Une fracture Salter-Harris de type 3 ou, au niveau de l'épiphyse proximale de la phalange proximale du cinquième doigt droit, comment? Légèrement déplacée. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture Salter-Harris type 3 légèrement déplacée de la phalange proximale du cinquième doigt droit. Si nous regardons cette fracture Salter-Harris 4, nous pouvons voir la ligne horizontale de la physe ainsi qu'une fracture sagittale à travers l'épiphyse, en rouge. La ligne de fracture se déplace ensuite obliquement vers l'extérieur, de telle sorte qu'il n'y ait qu'une très petite partie de la métaphyse qui soit impliquée. Cependant, c'est suffisant pour être classé comme Salter-Harris de type 4. Donc, lorsque vous analysez un cliché, assurez-vous de vérifier si le trait de fracture s'étend au-delà de la physe ou non, de manière à classer correctement la fracture selon la classification. Que voyons-nous? Une fracture Salter-Harris 4 ou, au niveau de la métaphyse proximale, de la physe et de l'épiphyse de la phalange proximale du deuxième doigt gauche, comment? Non déplacée. Pour rédiger donc une phrase complémentaire d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture Salter-Harris de type 4 non déplacée au niveau de la métaphyse proximale de la physe et de l'épiphyse de la deuxième phalange proximale de l'index gauche. Que voyons-nous? Une fracture Salter-Harris de type 5 ou, au niveau de la métaphyse proximale de la physe
et de l'épiphyse de la phalange intermédiaire du cinquième doigt gauche. Comment? Par compression ou écrasement ou impaction. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions « Il y a une fracture salteraris de type 5 impactée au niveau de la métaphyse proximale, de la physe et de l'épiphyse de la phalange intermédiaire du cinquième doigt gauche. » Que voyons-nous? Une fracture salteraris de type 5 où, au niveau de la métaphyse proximale, de la physe et de l'épiphyse de la phalange intermédiaire du cinquième doigt gauche. Comment? Par compression ou écrasement ou impaction. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions « Il y a une fracture salteraris de type 5 impactée au niveau de la métaphyse proximale, de la physe et de l'épiphyse de la phalange intermédiaire du cinquième doigt gauche. » Les enfants ont des os très malléables. Ils présentent donc souvent des fractures incomplètes, telles que des fractures en bois vert ou les fractures en mode de Burr. Les fractures en mode de Burr sont caractérisées par une déformation unilatérale de l'os, sans affecter l'autre côté. Elles sont causées par une force longitudinale exercée sur un os long, généralement lors d'une chute sur une main tendue. Les fractures en mode de Burr sont des fractures très stables, car la corticale se froisse et se déforme plutôt que ne se brise en deux. On pourrait comparer cette fracture à l'avant d'une voiture après avoir percuté un lampadaire. Il est important d'avoir notion que les enfants ont tendance à présenter de multiples fractures en mode de Burr plutôt qu'une seule, en particulier dans les mains et les pieds. Donc si vous découvrez une fracture en mode de Burr des phalanges des mains ou des pieds, pensez à examiner minutieusement les os adjacents. Reprenons nos clichés de face en postéro-antérieur. Il est facile de voir sur la base de la phalange proximale du majeur, en regard du bord médial, un bombement de la corticale. Néanmoins, il est crucial de s'assurer qu'il n'y ait pas de trait de fracture s'étendant jusqu'à la physe et ainsi exclure un salteraris 2. Ce n'est pas aussi facile à voir sur l'index, mais sur la base de la phalange proximale, vous pouvez voir comment la métaphyse est légèrement plus fortement angulée par rapport au côté opposé, donc nous devons soupçonner qu'il y a une autre lésion à cet endroit. En analysant l'incidence oblique, nous pouvons clairement voir les deux lésions qui ont affecté les bases des phalanges proximales du majeur et de l'index. Nous pouvons voir la marche, ou le bombement, de la métaphyse proximale, indiquant qu'il y a des fractures dans cette zone. Il est important d'identifier si la corticale est encore intacte, car la mode de Burr est une blessure moins importante qu'une fracture complexe. Que voit-on? Des fractures en mode de Burr, ou, au niveau des métaphyses proximales des phalanges proximales des deuxième et troisième doigts de la main droite, comment? Légèrement déplacées. Pour écrire cela dans une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions « Il y a des fractures en mode de Burr légèrement déplacées au niveau des métaphyses proximales des phalanges proximales des deuxième et troisième doigts de la main droite. » Ces radiographies sont un bon exemple de la raison pour laquelle il est important de faire plus d'une incidence. Concentrons-nous tout d'abord sur la vue postéro-antérieure et regardons les articulations interphalangiennes de l'index et de l'annulaire. Vous pouvez clairement voir qu'elles sont très uniformes, avec un espace articulaire égal tout le long, sans chevauchement. Sur l'articulation interphalangienne proximale du majeur, en regard du bord médial de l'ulna, vous pouvez voir que l'espace articulaire est conservé et semble normal, mais sur le bord radial, nous pouvons voir un diastasis qui devrait immédiatement vous alerter. En effet, s'il existe un diastasis sur une portion de l'articulation et pas sur l'autre, c'est très probablement une luxation. Rappelez-vous qu'une luxation est définie par la perte complète des rapports normaux d'une articulation, alors qu'une subluxation est une situation dans laquelle il existe encore un certain degré de congruence de l'espace articulaire, même infime. Donc en analysant l'incidence de profil, la nette déformation du doigt est flagrante. Nous pouvons voir comment la phalange intermédiaire s'est déplacée dorsalement par rapport à la phalange proximale. La tête de la phalange proximale et la base de la phalange intermédiaire ne sont pas du tout en contact l'une avec l'autre. Il s'agit donc d'une luxation complète et il semble y avoir un petit éperon osseux palmaire adjacent à la corticale de la tête de la phalange proximale. Il s'agit en effet d'un tout petit fragment d'os et c'est donc une fracture-luxation. Ainsi, lorsque vous regardez les radiographies de luxation, recherchez attentivement les tout petits débris osseux qui pourraient indiquer une autre fracture, et il est particulièrement important de les rechercher également
après réduction, car parfois la fracture n'est visible que sur les images post-luxation. Que voyons-nous? Une fracture luxation, ou, donc là, puisqu'il y a deux lésions, il va falloir organiser sa réponse en deux parties. Donc pour ce qui concerne la luxation, ça va être de l'articulation interphalangienne proximale du troisième doigt, et pour ce qui conditionne la fracture, en position palmaire par rapport à la tête de la phalange proximale. Comment? Donc dorsale pour la luxation, avec un petit fragment osseux pour la fracture. Pour écrire ceci dans une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture luxation dorsale de l'articulation interphalangienne proximale du troisième doigt gauche, avec présence d'un petit fragment osseux en avant de la tête de la phalange proximale. Les fractures par écrasement de la houppe phalangienne distale sont très fréquentes. La houppe phalangienne est la partie semi-circulaire de l'extrémité de la phalange distale. Par définition, une fracture par écrasement est une fracture communitive. Il n'est donc pas nécessaire de dire fracture par écrasement communitive, ce qui permet d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a de nombreux fragments. Ce qui est intéressant avec la houppe phalangienne, c'est qu'elle est entourée d'un réticulum, ce qui fait que les fractures par écrasement sont en réalité très déplacées. Que voyons-nous? Une fracture par écrasement, ou, au niveau de la houppe phalangienne du deuxième doigt droit, comment? Faiblement déplacée. Pour rédiger une phrase complète dans le cadre de l'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture par écrasement peu déplacée de la houppe phalangienne du deuxième doigt droit. Il est possible de trouver des fractures non déplacées des phalanges, et il faut donc regarder l'architecture des os et pas seulement la corticale. Bien que vous puissiez voir deux lignes de fracture ici, n'appelez pas cela une fracture communitive. En effet, dans la tête du chirurgien, cela implique plusieurs gros fragments qu'il devra aligner, fixer ensemble et maintenir en place. En revanche, ici, bien que vous ayez ces deux lignes claires, aucune chirurgie ne sera nécessaire et une attelle suffira. Il faut donc réserver l'usage du mot comminutive au cas où il y a des déplacements brutaux de gros fragments osseux. Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que les mains et les pieds présentent souvent de nombreuses structures de tissu mou qui se chevauchent. Si nous regardons les bases des phalanges proximales de l'auriculaire et de l'annulaire, nous pouvons voir la ligne claire créée par la structure des tissus mous. Elles peuvent parfois chevaucher l'os et être confondues avec une fracture. La clé pour s'en sortir, c'est que si la ligne claire passe à l'extérieur de l'os et dans les tissus mous environnants, vous savez qu'il s'agit d'un artefact. Ces lignes claires sont dues à l'effet Mach, c'est-à-dire la superposition de deux structures de densité différentes. À la jonction de ces deux structures, on obtient alors l'impression d'une ligne claire. J'attire votre attention sur le fait que l'effet Mach pourrait vous piéger ici et vous faire diagnostiquer une fracture spiroïde, mais il s'agit bien d'une fracture longitudinale. Que voyons-nous? Une fracture longitudinale ou de la diaphyse de la phalange proximale du troisième doigt droit. Comment? Non déplacé. Pour écrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture non déplacée de la diaphyse de la phalange proximale du troisième doigt droit. Les articulations charnières synoviales ont des condyles et il en est de même pour la tête des phalanges proximales et intermédiaires des doigts. Nous pouvons voir qu'il y a deux condyles à chaque tête, il est donc parfaitement possible d'avoir une fracture intercondylienne ou bicondylienne. Ici, nous pouvons voir qu'il y a une ligne claire qui divise les condyles en deux et qui sort au milieu de la diaphyse. Il s'agit donc d'une fracture intercondylienne. Ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas du tout déplacée, donc on peut espérer que le port d'une attelle par ce patient suffira à ce qu'il guérisse correctement. Que voyons-nous? Une fracture intra-articulaire ou de la tête de la phalange proximale du deuxième doigt gauche. Comment? Intercondylienne et non déplacée. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il s'agit d'une fracture intra-articulaire, intercondylienne et non déplacée de la tête de la phalange proximale du deuxième doigt gauche. Ici, nous avons une fracture unicondylienne. Le condyle médial, aussi appelé ulnaire, de la tête de la phalange proximale a été fracturé et il s'est désolidarisé. Si vous regardez la surface articulaire, vous pouvez voir la légère marche indiquant qu'il a été légèrement déplacé. C'est donc une lésion plus importante que l'exemple précédent qui était non déplacée.
Quoi? Une fracture intra-articulaire ou de la tête de la phalange proximale du deuxième doigt droit. Comment? Unicondylienne et légèrement déplacée. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture intra-articulaire unicondylienne légèrement déplacée de la tête de la phalange proximale du deuxième doigt droit. Nous avons ici une autre fracture condylienne qui, à première vue, ressemble beaucoup à la précédente, avec un fragment de fracture plus grand et un déplacement plus important. Il y a une clarté à travers le condyle radial, mais elle n'est pas très nette, alors regardons maintenant l'incidence oblique. Désormais, tout est soudainement plus clair. Sur l'incidence oblique, nous pouvons voir que les deux condyles sont fracturés. Il s'agit donc d'une fracture bicondylienne, qui est par définition une fracture communitive. Vous avez 3 fragments de fracture. Que voyons-nous? Une fracture intra-articulaire, ou de la tête de la phalange proximale du cinquième doigt droit. Comment? Bicondylienne et légèrement déplacée. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture intra-articulaire bicondylienne et légèrement déplacée de la tête de la phalange proximale du cinquième doigt droit. Les fractures du col métacarpien sont très fréquentes. Les fractures des quatrième et cinquième métacarpiens sont souvent appelées à tort fractures du boxeur, car elles sont généralement dues à un coup de poing. Cependant, les boxeurs professionnels se battent avec un poing droit, de sorte que chez eux, les blessures se situent plutôt au niveau du deuxième ou du troisième métacarpien. A l'inverse, les personnes qui ne savent pas boxer correctement se battent avec un poing fléchi, ce qui entraîne une fracture du quatrième ou du cinquième métacarpe. Si vous observez les cols des deuxième, troisième et quatrième métacarpiens, vous pouvez voir la courbe douce qu'ils suivent pour rejoindre la diaphyse. En comparaison, si vous regardez le cinquième métacarpien, vous pouvez voir une angulation aiguë et une rupture de la corticale. Il est important, lorsque vous décrivez cette blessure, de décrire l'emplacement anatomique correct, ici le col du métacarpien, et de vous assurer d'indiquer qu'il y a une angulation, car il faudra la réduire. Que voyons-nous? Une fracture, ou du col du cinquième métacarpien de la main droite. Comment? Avec une légère angulation palmaire. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture du col du cinquième métacarpien droit avec une légère angulation palmaire. Il est possible de souffrir de fractures non déplacées des métacarpiens, comme dans cet exemple, avec des fractures spyroïdes des diaphyses des quatrième et cinquième métacarpiens. Une fracture spyroïde est une fracture qui s'enroule autour de l'os en se déplaçant vers le bas, un peu comme une hélice. À ne pas confondre avec une fracture oblique qui correspond à un trait de fracture unique qui ne s'enroule pas autour de l'os. Il faut donc toujours regarder attentivement les lignes claires et il est important, si vous voyez une fracture, de scruter le reste du cliché pour ne pas en oublier d'autres. Quoi? Des fractures spyroïdes ou des diaphyses des quatrième et cinquième métacarpiens de la main droite. Comment? Non déplacées. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a des fractures spyroïdes non déplacées des diaphyses des quatrième et cinquième métacarpiens droits. Le pouce du garde-chasse est une blessure en valgus que l'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Il s'agit d'une lésion chronique et répétitive du ligament collatéral ulnaire, causée autrefois par les gardes-chasse eux-mêmes qui brisaient la nuque des lapins, et cela créait une laxité dans le ligament. De nos jours, il s'agit plus souvent d'une blessure aiguë accompagnée d'une fracture avulsion, appelée pouce du skieur, qui survient le plus souvent chez les skieurs dont la poignée du bâton du ski s'est enroulée autour du pouce et qui provoque une blessure en valgus lors de la chute. Voici une radiographie d'un pouce gauche. Le ligament collatéral ulnaire s'insère dans le coin médial de la base de la phalange proximale du pouce. Ce qui s'est passé chez ce patient, c'est que le ligament a arraché un petit fragment osseux avec une image typique du pouce du skieur. Que voyons-nous? Une fracture de type pouce du skieur ou à l'insertion du ligament collatéral ulnaire au niveau de la base de la phalange proximale du pouce gauche. Comment? Légèrement déplacé. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de type pouce du skieur légèrement déplacée à l'insertion du ligament collatéral ulnaire à la base de la phalange proximale du pouce gauche. Vous pouvez être amené à analyser 5 fractures différentes de la base du premier métacarpien. Les deux lésions intra-articulaires sont celles de Bennett et de Rolando.
Celle de Rolando est une fracture comminutive, tandis que celle de Bennett est une fracture oblique isolée. Les lésions extra-articulaires sont des fractures transversales et les fractures obliques, sans oublier la fracture de Salter-Harris de type 2 en pédiatrie. Dans le cas de la fracture oblique, il est important de savoir si elle s'étend jusqu'à la surface articulaire et s'il s'agit donc d'une fracture intra-articulaire ou si la surface articulaire est préservée et que la fracture devient extra-articulaire. Une fracture de Bennett pure est en fait une fracture luxation ou une fracture subluxation. Vous avez une fracture oblique de l'angle médial de la base du premier métacarpien, et ce qui se passe, c'est que le long abducteur du pouce qui s'insère latéralement tire le métacarpien dorsalement et latéralement, provoquant cette subluxation ou luxation. Mais si vous regardez la surface articulaire des deux côtés de la ligne de fracture, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de déplacement. Donc dans ce cas particulier, nous dirions qu'il y a seulement un léger déplacement plutôt qu'une subluxation, et il n'est certainement pas luxé. Quoi? Une fracture de Bennett? Où? De la base du premier métacarpien de la main droite. Comment? Légèrement déplacé. Pour écrire ceci dans une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de Bennett légèrement déplacée de la base du premier métacarpien droit. Une fracture de Rolando est une fracture comminutive de la base du premier métacarpien. Elle forme classiquement une configuration en Y ou en T. Il s'agit d'une fracture très instable et il est donc crucial d'identifier s'il y a plus d'un fragment de fracture parce que cela conditionnera la prise en charge du patient. Que voyons-nous? Une fracture de Rolando ou de la base du premier métacarpien de la main gauche. Comment? Comminutive et légèrement déplacée. Pour écrire ceci dans une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de Rolando comminutive et légèrement déplacée de la base du premier métacarpien gauche. Si vous êtes face à une fracture ou une luxation de la base d'un métacarpien, vous devez toujours réaliser une incidence oblique. Regardons le cliché d'une main normale en postéro-antérieure à gauche, où nous pouvons voir qu'il existe un espace articulaire entre l'articulation carpo-métacarpienne. Cet espace est visible sur toute sa longueur, avec un léger degré d'obliquité autour de la cinquième articulation carpo-métacarpienne. Ainsi, lorsque cet espace articulaire est respecté, les métacarpiens sont tous alignés. La plupart des luxations des métacarpiens concernent le quatrième et le cinquième, et si nous regardons l'image de droite, nous pouvons voir que la base des quatrième et cinquième métacarpiens chevauche maintenant l'amatome. Vous pouvez y voir également une augmentation de densité. Donc non seulement vous avez une perte de l'espace articulaire, mais l'augmentation de la densité indique qu'il y a un chevauchement, et c'est la première indication subtile que vous rechercherez en ce qui concerne une luxation. Les ligaments de la face palmaire de l'articulation carbo. À présent, voici une incidence latérale critiquable, mais nous pouvons immédiatement voir comment les quatrième et cinquième métacarpiens sont déplacés dorsalement par rapport à l'alignement normal des deuxième et troisième métacarpiens. Il devient flagrant sur cette vue qu'il y a en fait un important fragment de fracture de l'amatome. Lorsque vous avez des luxations au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne, il n'est pas rare de découvrir des fractures de l'amatome associées. Parfois, seule la vue latérale peut vraiment vous aider lorsqu'il s'agit d'analyser une lésion de l'amatome. Que voyons-nous? Une fracture luxation ou des quatrième et cinquième articulations carpo-métacarpiennes pour la luxation et de l'amatome pour la fracture. Le tout concerne la main gauche. Comment? Avec un déplacement dorsal. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une luxation dorsale des quatrième et cinquième articulations carpo-métacarpiennes associée à une fracture de l'amatome de la main gauche. Je veux enfin attirer votre attention sur les trous nourriciers, qui sont de petits tunnels qui cheminent à travers la corticale d'un os long contenant une artère nutritive qui alimente l'os. Nous le retrouvons à différents endroits dans notre corps, en particulier dans le fémur, le tibia, les phalanges, les métacarpes et les métatarses. Ils sont connus pour imiter des fractures obliques sur des radiographies simples. L'artère nutritive pénètre dans un os long par un canal orienté obliquement qui peut apparaître comme une ligne radiotransparente traversant la corticale dans la partie médulaire de la diaphyse de l'os. On les observe souvent avec un rebord bien corticalisé.
La direction oblique du canal est relative au sens de la croissance des deux extrémités de l'os long. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation de la main, et l'objectif de ce cours, c'est que désormais, pour chaque radiographie de la main, vous vérifierez attentivement le contour de chaque os pour ne pas manquer des fractures. Pensez également à vérifier l'absence de luxation des articulations interphalangiennes ainsi que la congruence des articulations après réduction. On s'attend effectivement à trouver une belle ligne articulaire uniforme sans diastasis. Enfin, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de fracture sphéroïde non déplacée des métacarpiens et vérifiez que les bases des 4e et